Je m'appelle Vincent Pavant, donc je suis, mathématicien, enseignant-chercheur. J'enseigne à la fac, donc de Marseille. Je suis spécialisé dans tout ce qu'on appelle, modélisation et physique mathématique, et donc je m'intéresse, à des tas de modèles, censés modéliser donc, le réel et voir un petit peu comment on peut, mettre en équation, si vous voulez, les systèmes, physiques avec donc, une spécialité pour moi qui est, l'équation de Boltzmann, mais qui en fait, est ce qu'on appelle une équation de population en physique statistique et qui est exactement en fait le thème de l'épidémiologie par exemple. Et donc c'est comme ça un petit peu que je vais rentrer dans le Covid en fait, c'est en m'intéressant à tous les aspects de modélisation et de calcul sur, d'abord la propagation et puis, rapidement, bah, les statistiques et puis, donc, les effets indésirables. Et qu'est-ce que les mathématiques vous ont appris justement sur la façon dont le Covid interagit avec des populations? Alors en fait, les mathématiques sont un moyen qui peut marcher ou ne pas marcher. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on appelle de contingence, c'est-à-dire qui, peut avoir, une vision, équationnelle du réel et auquel cas, on peut du coup faire des prédictions, on peut, faire des explications, mais ça marche pas à tous les coups. Donc il y a du réel qui se met en équation, puis il y a du réel qui se met pas en équation. Et typiquement, dans les sciences, médicales, on a pris la physique comme modèle et on s'est dit que, bah, les populations, comme les atomes d'ailleurs, il y a beaucoup d'analogies entre les individus et les atomes, eh bien, pouvaient se mettre en équation et à partir de la compréhension des interactions, des déplacements entre les individus, quand ils sont malades, pas malades, on pouvait au fond essayer de comprendre comment se propageait, une épidémie. Sauf qu'en réalité ça marche pas. C'est-à-dire que c'est une analogie qu'on a, apportée au début du XXe siècle, sur la base des équations justement de la physique mathématique, qu'on a essayé de développer. Donc ça s'est fait au début du XXe siècle par, Ross, par Kermack-McKendrick. Mais en réalité, c'est toujours utilisé aujourd'hui, hélas, aussi bien pour le paludisme que pour les transmissions, virales. Mais l'expérience montre que ça marche, très, très mal et du coup, il y a, une espèce, comme ça, de croyance dans le fait que les mathématiques vont pouvoir expliquer, le monde, quand bien même, c'est pas du tout, évident. Alors, l'autre grand domaine où les mathématiques, vont pouvoir, permettre de comprendre un petit peu, les choses, notamment dans la théorie des ensembles, c'est les statistiques, pour essayer de compter un petit peu, et bien, les gens, qui ont pas certaines, catégories et puis voir comment on rapporte ça à l'ensemble de la population. Les statistiques ayant parfois un petit pouvoir de prédiction, si on parle un petit peu de corrélation notamment. Mais en tout cas, tout ça, en fait, est très fragile finalement. C'est-à-dire que ce soit des statistiques, que ce soit des modèles, la mise en équation par les chiffres, des situations, du monde réel, notamment, bah, celle de l'épidémiologie, celle des maladies, celle du vivant en général, c'est quelque chose de très difficile, finalement, qui marche, assez mal, avec tous les risques qu'il y a derrière de manipuler justement, ces méthodes en disant: «Bah, regardez, c'est des méthodes très fiables parce qu'après tout elles viennent de la physique et on sait à quel point, la physique est bien, contrôlée aujourd'hui. On va essayer de les appliquer à l'être humain et puis, sur des phénomènes, qui sont pas forcément ceux de la physique, donc notamment ceux de la biologie» et là, en fait, gros danger. C'est exactement ce qu'on a vécu, pendant le Covid, c'est-à-dire qu'on a, prétendu gouverner par des équations, par des chiffres en fait, des choses qui n'étaient pas forcément et donc du coup, on a beaucoup menti, et ça a été vraiment, quelque chose pour moi qui a été, assez sidérant, de me rendre compte qu'on utilisait les mathématiques non pas pour, découvrir la vérité et pour, être sûr de ce qu'on disait, mais au contraire pour manipuler les gens en disant en gros: «Écoutez les mathématiques, vous n'y comprenez rien, laissez-nous faire et puis voilà ce que donnent les chiffres et donc bah, mettez votre masque, vaccinez-vous, et puis, restez à la maison». Donc là, vous dites clairement, ils nous ont menti, ils ont utilisé la science comme référence pour... pourquoi? Alors, est-ce que les autorités nous ont menti en mettant en avant la science? Oui. Oui, oui et c'est ça qui a été pour moi bouleversant parce que, je viens d'un domaine normalement les mathématiques qui sont, dédiées à la recherche de la vérité, la physique mathématique qui utilise les mathématiques pour, tendre à la vérité et j'ai été très surpris dès mars 2020, quand je commence à étudier un des premiers articles, écrit par Simon Kochmetz, donc qui va être membre du conseil scientifique, qui va être, parmi ceux qui seront à la base, donc de toutes les mesures, hein, de confinement, de masques, de vaccination et cetera. Je me rends compte que, tous les articles sont bidonnés. Tous les articles de Cauchemar que j'ai pu lire pendant, donc du conseil scientifique que j'ai pu lire pendant cette, période-là sont bidonnés. Mais vraiment à des niveaux, de falsification que j'aurais jamais imaginé. C'est pas,
juste, des fautes qu'on pourrait presque, penser être de mauvaise foi. C'est vraiment des courbes qui sont truquées, c'est des calculs qui sont falsifiés, c'est, des données qui sont, falsifiées également, des méthodes, qui sont pas les bonnes, des résultats qui sont truqués. Enfin bon, je pensais pas qu'on puisse, arriver à un tel degré de corruption, dans la science et effectivement la question que vous posez est intéressante. Pourquoi? Pourquoi et comment d'ailleurs? Et avec qui on a pu, rentrer là-dedans donc alors pourquoi? C'est, très dur. Il y a de la corruption bien sûr, la corruption qui est la première chose à laquelle on pense, corruption, dans les universités, dans les centres de recherche qui sont, financés par, Big Pharma en gros, pour, tout simplement vendre du médicament. Enfin je veux dire, c'est assez trivial, ça existe depuis, très longtemps donc on ne peut pas, s'en inquiéter. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que, il n'y a pas eu assez, de sursaut à l'université, de gens honnêtes comme moi, par exemple, mais je suis pas le seul, mais bon, cela dit, ou ma collègue Emmanuelle Larde, par exemple, à Poitiers, avec qui on a beaucoup travaillé justement, sur les chiffres pour mettre en évidence à la fois les falsifications et pour rétablir, la vérité. Il n'y a pas eu assez de personnes pour s'élever contre, justement, toute, cette corruption parce que, la corruption était vraiment systémique, c'est-à-dire que ça touchait non seulement les gens à l'université, mais également les revues, mais également les administrations. Typiquement, les gens cherchaient de produire des statistiques, comme, la NSM, comme, la HAS, comme, les CRPV, enfin bon, tous ces gens-là sont, en plus, à la frontière de l'incompétence et de la corruption. C'est-à-dire que, c'était quelque chose, donc sur le pourquoi on en est arrivé là, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'incompétence parmi, les gens dans le domaine de la médecine et de la pharmacie, censés manipuler des chiffres à travers des modèles statistiques, à travers, des modèles, mathématiques en fait qui objectivement savent pas de quoi ils parlent en réalité. Moi je m'en suis rendu compte pareil, ça a été, pour moi quelque chose une découverte, assez déconcertante parce que je pensais qu'à l'université, on était recruté effectivement pour ses compétences et qu'on œuvrait, pour la vérité avec méthode, avec, beaucoup de déontologie, alors qu'en fait c'était pas du tout le cas. Alors on savait, parce que certains, éditeurs en chef de revues, connues dans le milieu médical, The Lancet, New England, Journal of Medicine, avaient dit déjà que, dans le domaine des sciences du vivant, quasiment, 50 des articles, n'étaient pas fiables, racontaient effectivement des choses qui n'étaient pas vérifiables ou tout simplement même, pas vraies. Hem et de ce point de vue-là, je pensais que l'université qui reste en France, quelque chose de public, c'est-à-dire bon, qui n'est pas forcément justement, gavé d'argent, privé en fait, pouvait résister, par des gens honnêtes, par des gens compétents en fait, à toute cette déferlante en fait de fausses sciences et de corruption de la science, organisée par, Big Pharma et en fait non. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple pour prendre un exemple, qui encore aujourd'hui est pénible, qui est l'exemple de la fac de Bordeaux, donc avec un certain, Mathieu Molimar, qui aujourd'hui encore a été chargé par le ministère, donc de mettre en place une cellule pour lutter contre les désinformations, médicales et le premier en fait à être un désinformateur, à être, une personne complètement incompétente, y compris dans ce qu'il prétend être sa spécialité. Moi, j'ai eu l'occasion de lire des articles et de demander des rétractations d'articles sur, ce qu'il a produit, ce qui a pu être le cas. Et donc la fac de Bordeaux est complètement, corrompue par des gens comme ça, ce type étant professeur des universités, avec, la main haute sur, beaucoup d'actions à l'université. Donc pour moi, ça a été vraiment une découverte et ce qui a été, on peut parler d'anomie quelque part, du corps universitaire en fait qui a été incapable, quand bien même c'était pas très compliqué finalement parce que ce que j'ai fait, beaucoup de gens auraient pu le faire, mais pas suffisamment de motivation déontologique, pas suffisamment de courage, un peu la politique de l'autruche, et du coup on a laissé les mains libres, aux gens les plus corrompus, et les moins compétents, pour pouvoir, dire les choses. Et en tant que personne, en tant que professeur qui a pour ambition la recherche de la vérité, comment vous avez été accueilli dans votre université, auprès de vos collègues, auprès de votre hiérarchie? Alors comment j'ai été accueilli en essayant effectivement de faire un vrai travail scientifique pendant cette, période? Bah, la réponse est très mal. Enfin, j'ai été, ostracisé complètement, mis au banc, montré du doigt et même puni, en particulier, sur l'épisode du masque qui a été, pour moi, un des plus emblématiques justement, de la foutaise, invraisemblable
On a, masqué tout le monde, y compris surtout des enfants, 8 à 10 heures par jour, dans des conditions atroces où aujourd'hui, on comprend, à quel point, la santé, psychique, des plus jeunes a été, extrêmement maltraitée, avec une santé mentale, donc des jeunes qui est absolument, catastrophique. Parce que toutes ces, ce qu'on appelait les mesures non pharmaceutiques, qui ont été mises en place, étaient, absolument, détestables et surtout, sans, fondement, scientifique. Donc le masque en faisait partie. Alors on ne savait pas très bien, le masque devait-il être porté par les gens sains ou, pour ne pas tomber malade ou par les gens malades pour, ne pas, infecter les gens sains. Donc en réalité, on nous a fait croire, de manière complètement arbitraire, hein, que, grand 1, le virus était aéroporté, ce qui n'a jamais été prouvé, ce qui n'est sans doute absolument pas le cas. Il y a eu des tas d'études qui ont été faites typiquement dans les systèmes d'aération, des aéroports ou des avions ou, des systèmes de climatisation qui ont montré qu'il y avait quasiment pas de virus, et que de toute façon, des calculs, assez basiques montraient que, il pouvait pas y avoir suffisamment de virus dans l'air pour que ça puisse, expliquer, ce genre de contamination. Et d'autre part, le masque, à la fois était un tissu filtré avec un maillage trop lâche, en fait, pour pouvoir, arrêter le virus et en plus, avec les masques, vous respirez sur les côtés, et donc ça, c'est pour la microphysique des choses, tout simplement quelque chose de basique, mais également quand vous faisiez tout simplement des études, ce qu'on appelle cohorte contre témoin, c'est-à-dire, bah, vous prenez des gens masqués, vous prenez des gens pas masqués, vous les laissez vivre et puis vous revenez, 6 semaines, 8 semaines, 3 mois après pour compter le nombre de gens qui ont eu le Covid et en fait, là, vous vous rendez compte que c'est la même chose, hein. Ça avait été fait très tôt, en fait, ça a été publié en septembre, 2020, c'est ce qu'on appelait l'étude Danemask, qui a été faite donc au printemps 2020, donc en Suède notamment, entre des gens qui portaient, des gens qui portaient pas et on s'est rendu compte d'abord que très peu de gens avaient finalement été atteints par le Covid, c'est-à-dire que l'incidence du Covid n'était pas énorme. C'est ce qu'on a très bien vu en France, au printemps 2020 où, il y a eu en moyenne à peine 5 des gens qui ont eu le Covid, sachant qu'il y a des régions où c'était vraiment très faible, là où c'était un petit peu plus, pour d'autres. Mais dans l'ensemble, les gens n'ont pas été beaucoup malades du Covid, ce qui fait qu'effectivement, quand sont sortis en 2021 ce qu'on appelle les chiffres de la TIH qui montaient le nombre d'hospitalisations pour raison de Covid, c'était, statistiquement, marginal, en fait. Donc voilà, donc d'abord, il n'y avait pas eu beaucoup de gens vraiment infectés et puis la différence entre les masqués et les non masqués n'était pas significative. Donc quand j'ai commencé à dénoncer le masque et quand moi-même, par exemple, j'ai dit: «Non mais moi je fais justement de la modélisation sur ce qu'on appelle la filtration en milieu microporé». Donc je suis spécialiste de mécanique des fluides, de transport des fluides dans les milieux, poreux et donc si vous voulez me dire que le masque va arrêter un virus, bon, enfin, c'est juste une blague. Enfin, je veux dire, il y a pas besoin de bon, le bon sens nous dit que c'est déjà pas le cas, hein. Je veux dire, n'importe qui peut comprendre ça, et puis c'est écrit sur la boîte de masque, hein, je rappelle: «Ne protège pas des infections virales». Donc quand j'ai commencé à dire: «Non mais attendez, c'est pas possible, on peut pas nous, en tant que défenseurs de la science justement, d'une science rigoureuse, basée sur la bibliographie, basée sur les modèles, basée sur l'expérimentation, sur la falsifiabilité et cetera, vous pouvez pas m'obliger à porter un masque, d'autant qu'effectivement on a des textes statutaires à l'université normalement justement pour protéger la parole critique des enseignants-chercheurs contre une dictature d'État quelque part, une idéologie, une propagande, d'État». Eh bien à ce moment-là, j'ai été, violemment en fait, ostracisé, suspendu. J'ai eu 3 ans de suspension, en cumulé en fait, sur cette affaire du masque et à la fin avec une décision d'appel qui m'a condamné, 6 mois en fait, à l'interdiction d'exercer, le métier d'enseignant-chercheur pour avoir refusé de porter le masque, qui est peut-être la plus grande arnaque, bon avec les vaccins bien sûr et puis, les confinements. Enfin c'est ça fait partie vraiment des pires arnaques, et des pires, expériences d'obéissance tout simplement, à grande échelle qu'on a voulu mettre en place et contre laquelle normalement l'enseignant-chercheur en tant que scientifique a obligation de s'élever en disant: «Non mais ce que vous nous demandez là, c'est pas la science, c'est pas une mesure sanitaire, c'est juste une mesure d'obéissance par principe aveugle, qui en plus, a des effets délétères, invraisemblables, que ce soit, pour le masque sur la santé mentale des jeunes, sur, effectivement et puis pour les vaccins sur, les effets indésirables». Donc, à partir du moment où vous avez justement voulu mettre en place votre, connaissance scientifique pour dire: «Non mais bon là, arrêtez maintenant de raconter n'importe quoi», vous avez été violemment en fait, pris à partie parce que justement il fallait absolument faire taire les scientifiques, ceux qui étaient honnêtes avec des compétences, pour laisser justement ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, et bien, dicter, leur folie en réalité. En tant que mathématicien, est-ce que vous êtes intéressé au R0 du virus? Oui, oui, alors ça, c'était, en tant que mathématicien, est-ce que je me suis intéressé au R0? Oui, bien sûr, c'était même ma 1re étude, dès le mois de mars, en fait, et là, pareil, je suis tombé de ma chaise en voyant à quel point c'était une fiction qui n'avait
absolument aucune base scientifique. Enfin, à un niveau, si vous voulez, qui normalement, c'est de l'ordre de la fable qu'on raconte aux enfants. Enfin, on peut absolument rien déduire du R0, qui est un indicateur qui n'a absolument aucune consistance scientifique. Enfin, quand vous allez lire, par exemple, ce qu'il y a sur Wikipédia sur le R0, vous tombez de votre chaise. Enfin, c'est juste pas possible. D'autant qu'il y a autant de définitions de R0 qu'il y a d'auteurs, et aucune des interprétations qu'on a données, en fait, de ces indicateurs n'a en plus de contrepartie dans le réel. C'est-à-dire que non seulement les définitions ne veulent rien dire, mais en plus, il n'y a aucun moyen de rattacher ça, bien sûr, à ce qu'on observerait dans le réel. Donc, ça a été justement le R0 a été quelque chose qui était une des pires escroqueries de la science, en fait, qui existe depuis, alors qui plus est depuis des siècles, depuis au moins un siècle. C'est ce qu'on appelle les phénomènes de seuil, en fait, qui avait une espèce de baguette magique, quoi. C'était si 80% ou X% de la population est déjà immunisée, alors le virus ne diffusera plus. Ce qui est vraiment n'importe quoi. Enfin, ce qui est inconsistant avec. Alors d'abord, les équations desquelles c'est basé sont pas bonnes, mais en plus l'interprétation est même inconsistante avec les équations qui sont pas bonnes. Et derrière, quand vous rajoutez qu'il n'y a même pas d'observations qui permettent de vérifier tout ça, enfin, vous arrivez à des niveaux quand même qui sont extrêmement pénibles. Alors moi, j'ai écrit dans un article tout mal que je pensais de cela, mais ça a été une des raisons pour lesquelles on a voulu vacciner tout le monde, en disant quand 80-90% de la population sera vaccinée, le virus n'aura plus l'occasion de se propager, première chose. Et deuxièmement, pour avoir ces taux de vaccination de l'ordre de 80. Alors au début c'était 66%, après 70, 80, 90. Il faudra vacciner les plus jeunes, en fait. Il faudra faire vacciner les plus jeunes, alors que c'était des gens qui statistiquement étaient exclus de toute façon de cette maladie, entre guillemets, au sens où oui, bien sûr, ils pouvaient l'avoir, mais pour eux, c'était absolument pas dangereux. Donc, de ce point de vue, le R0, c'est que je ne comprends pas encore aujourd'hui comment on peut continuer de parler de ce R0, quoi. Enfin, pour moi, c'est un non-sens, et qui interroge beaucoup d'ailleurs sur la rationalité dont on prétend que elle gouverne ce monde aujourd'hui. Tout serait fait de manière rationnelle, justifiée, calculée, vérifiée empiriquement, etc., etc. Et le R0, c'est exactement l'inverse de ça. C'est vraiment une formule magique, si vous voulez. À 80%, le virus disparaîtra. C'est complètement fou. Donc, vous diriez que ce qui s'est passé, c'est rien n'est rationnel. On est vraiment dans la croyance. Oui, oui, alors à la question de savoir est-ce qu'on a été gouverné rationnellement, la réponse est non. C'est-à-dire, et ça a été vraiment quelque chose. On a vraiment l'impression, si vous voulez, donc j'ai écrit plusieurs livres depuis la crise Covid, justement, pour essayer de faire ce qu'on appelle une analyse épistémologique, c'est-à-dire quels sont les principes philosophiques qui nous permettent ou pas de savoir s'il y a une science qu'on peut mettre derrière l'épidémiologie, derrière la vaccination, etc. Bon, et en réalité, j'écrivais que les formules mathématiques sont devenues des formules magiques, en fait. C'est-à-dire quelque chose d'abscon, d'incompréhensible, presque des hiéroglyphes répétés par des gens dont on suppose qu'ils auraient des connexions avec des connaissances supérieures. Ce serait un peu des druides, des magiciens comme ça. Et puis, on est fasciné par le fait qu'ils écriraient sur un tableau noir des symboles comme ça, un petit peu comme des magiciens finalement. Alors que derrière tout ce qui est écrit, c'est un délire en fait paranoïaque, c'est-à-dire des gens qui supposent que la manière avec laquelle eux-mêmes imaginent le monde et se représentent le monde, c'est la vérité. Il y avait quelque chose d'intéressant chez Newton, donc le grand physicien Newton, la gravitation, etc., qui disait les mathématiques sont le langage de Dieu. Alors pourquoi? Alors c'est à l'époque tout le monde était croyant, et donc quand on partait à la découverte des lois, on se disait que les lois effectivement étaient celles de Dieu, mais du coup comme les mathématiques permettaient de mieux formuler ces lois, en fait, le raccourci c'était que les mathématiques donc étaient le langage de Dieu. Mais du coup certains affidés, certains je dirais presque théologiens du discours mathématique se sont dit à partir du moment où donc on parle mathématiques, c'est qu'on parle le langage de Dieu, donc c'est que on va accéder à toutes ces lois. Donc il suffirait de prendre n'importe quel phénomène, une diffusion de virus, des vaccins, etc. Et puis c'est à partir du moment où on parle en mathématiques de cette chose-là, eh bien on aurait forcément accès à la vérité. Donc les mathématiques seraient la vérité par principe.
Et dès qu'on écrirait, alors c'est la même chose en économie d'ailleurs, hein, les économistes qui prétendent mettre en équation le monde vous disent que il y a des lois économiques qui sont mathématiques, alors qu'en fait, bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les économistes se sont trompés de la même manière que les épidémiologistes parce qu'ils ont cru que les mathématiques permettraient de dominer le monde. Donc il suffisait de faire des maths et puis on avait forcément raison. Raison d'ailleurs pour laquelle certains bilans épidémiologiques du Covid ont été écrits par des économistes. Le Conseil d'analyse économique, en fait, a fait par exemple un bilan positif de la vaccination en disant la vaccination a permis de sauver 5 000 vies, quelque chose dans le genre. Bon, tout était faux dans leur modèle, tout était faux dans leurs chiffres, mais en fait, ils ont l'habitude en fait de raconter n'importe quoi à partir d'équations qui veulent rien dire, et ils ont l'habitude qu'on les écoute, parce qu'en fait, les économistes comme les épidémiologistes en fait ne s'adressent pas en général à leur propre communauté de scientifiques, mais s'adressent aux décideurs, aux politiques, aux administratifs, que vous pouvez convaincre facilement, justement, par des hiéroglyphes mathématiques que eh bien, vous êtes supérieurement intelligent et qu'à ce titre-là, il faut qu'on vous écoute. Donc oui, c'est une croyance complète qu'on a justement j'allais dire, habillés du langage mathématique comme les magiciens ou les druides, en fait, habillaient quelque part leurs paroles de choses incompréhensibles, ésotériques, dans des langages que finalement eux seuls comprenaient, et puis ça a impressionné tout le monde. Mais ils doivent être effectivement en train de parler avec des forces supérieures, Dieu, la nature en l'occurrence, et ça a vraiment bien marché, ce qui fait qu'on a eu sur les plateaux télé vraiment des prêtres. C'était des prêtres venus dispenser la bonne parole à grands coups de R0, justement, de statistiques. Et en fait, tout est faux, tout est faux. Et c'est un discours qui est fermé sur lui-même, qui n'a plus rien à voir avec le monde réel et qui, du coup, vraiment engage les gens dans la croyance. Et il y avait cette fameuse phrase, pour revenir à ce que vous disiez, on pouvait douter de tout sauf des chiffres. Sous-entendu, à partir du moment où on a parlé en chiffres, donc en mathématiques, en fait, c'est l'expression de la plus pure vérité, donc vous ne pouvez pas vous y opposer. Quand bien même les chiffres, c'est une représentation symbolique de quelque chose, mais ça peut évidemment être discuté. Et comment est-ce que vous pensez qu'une société raisonnée, logique, aurait pu gérer cette crise? Tout simplement en écoutant Didier Raoult. Enfin, c'était voilà, parce que justement le gros avantage de Didier Raoult, c'est que c'est pas quelqu'un qui vit dans les chiffres ou dans les modèles. C'est quelqu'un qui voit un malade. Et puis comme il est médecin, il essaie de le soigner. Et puis comme il dit, bon, quand vous avez effectivement un nouveau virus qui arrive, il faut bien essayer de faire quelque chose, avancer progressivement. Donc ce qu'avait fait Didier, ce qui était très intelligent, parce que c'était la manière la plus raisonnable effectivement de commencer à rentrer dans les soins qu'on pouvait procurer par rapport au Covid, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait les Chinois, puisqu'après tout c'était en Chine que ça a commencé, et puis les Chinois c'est pas des imbéciles, hein. Ils ont une longue histoire, justement une longue tradition de médecine. Ils ont leur propre philosophie médicale qui est quelque part à la fois mais qui s'est occidentalisée bien sûr depuis pas mal de temps. Donc c'était le professeur Zong, donc moi j'avais regardé les vidéos de Didier Raoult depuis le début, puisque bon, Didier Raoult est à Marseille, donc il était à la fac de Marseille, donc c'est évidemment quelqu'un qu'on connaissait bien avant le Covid, qui avait une très très grande réputation, qu'il a toujours d'ailleurs quand même à Marseille. Et donc il a dit, le professeur Zong a dit que c'était l'hydroxychloroquine, et puis l'innovation de l'IHU, ça a été de rajouter l'azithromycine, le zinc, et puis d'appliquer ça très vite. Alors au début une cohorte assez faible de patients, c'est vrai, je crois qu'il y avait 90 personnes ou quelque chose dans le genre, parce qu'il y avait pas tant de monde que ça finalement. Donc et puis il a eu très vite, y compris sur une faible cohorte, d'excellents résultats, notamment en termes de baisse de la charge virale, parce que un grand truc intéressant avec les maladies virales, c'est que vous avez des mesures objectives justement d'efficacité des médicaments, où vous n'avez pas besoin de double aveugle, il suffit de mesurer la charge virale. C'est vrai pour le VIH, c'est vrai pour ce que vous voulez. Et donc en fait Didier disait, nous on a donné sur cette cohorte faible, on a quand même donné donc notre traitement, et très vite, on a vu qu'il y avait une baisse de la charge virale, ce qui faisait que, évidemment, à la fin, on était guéri parce que soigné. Et puis en plus, comme il y avait une baisse très rapide de la charge virale, ça permettait de dire qu'on allait empêcher la propagation. Parce qu'évidemment, plus vous êtes malade longtemps, plus vous avez de chances de contaminer les gens. Donc, on avait déjà toute la rationalité justement pour gérer cette crise-là, et c'est justement quelque chose de très intéressant. L'IHU
l'institut donc hospitalo-universitaire méditerranéen, a été fait pour ça, a été fait pour gérer ce genre de crise en disant il faut créer une structure qui soit entre le soin et la recherche. Parce que quand il va y avoir des maladies émergentes, on aura besoin des deux. Et c'est parce que on a des malades sous les yeux que on peut vraiment commencer à prendre en main les choses. Et l'IHU, vraiment de ce point de vue-là, a les meilleurs spécialistes français et mondiaux. Et cette structure-là, en fait, était pour moi le navire amiral de ce qui devait dicter et piloter la réponse à la crise. Et on avait cette rationalité-là. Mais en fait, évidemment, il y a eu d'autres enjeux autour de cette maladie qui étaient il faut pas la soigner, mais c'était une espèce d'expérience à l'échelle mondiale gigantesque pour imposer l'idéologie vaccinale, pour imposer les technologies ARN. Il y avait eu énormément d'investissements faits dans l'ARN, notamment chez Moderna par exemple, sans que ça donne jamais rien. C'est ce qu'on a rappelé. Alexandra Orion-Caude a été une des premières à rappeler que l'ARN est un grand espoir depuis 30-40 ans, mais qu'on n'a jamais sorti aucune thérapie aujourd'hui vraiment basée sur l'ARN. Donc il y a eu des investissements colossaux et quelque part il y a besoin d'un retour sur investissement. Donc tout a été fait en dépit de la rationalité médicale et scientifique, mais pour servir quelque part des intérêts financiers d'abord, donc ça avec la corruption qui va derrière bien sûr, mais également des intérêts idéologiques. C'est-à-dire que la corruption, à mon sens, ne marcherait pas s'il n'y avait pas derrière justement la croyance absolue dans ce qu'on appelle la biopolitique, c'est-à-dire que l'être humain va évoluer vers une forme d'être technologique et donc biotechnologique, avec donc des vaccins dès que vous allez naître à gogo, des produits bioactifs, si vous voulez, qui vont faire de vous un espèce de Superman qui sera jamais malade, avec donc une politique d'absence de soins, c'est ce qu'on a vu pendant le Covid. Donc là, à nouveau, on n'est plus dans la rationalité, puisque je rappelle que pendant le Covid, on a continué à fermer des lits, quand bien même on nous a expliqué que le problème de cette crise, c'est qu'il n'y avait justement pas assez de lits, notamment en réanimation, pour prendre tout le monde, en disant, en fait, on arrête les soins pour faire de la prophylaxie. Donc, on vous injecte des tas et des tas de substances pour que vous tombiez jamais malade, et puis en contrepartie, on arrête de vous soigner. Et donc là, il y a une forme de rationalité morbide, je dirais, au sens où on croit vraiment dans le super-homme biotechnologique, en fait, qui serait résistant à tout et que du coup, on n'aurait plus besoin de soigner. Et ça, c'est vraiment toute l'idéologie transhumaniste, en fait, derrière, qui accompagne ce mouvement biotechnologique, qui du coup va faire en sorte que je crois que la corruption va être efficace, parce que une corruption qui serait juste faite pour des intérêts financiers, ne serait pas suffisante, à mon avis, pour entraîner toute la société. Il faut qu'il y ait des croyances derrière. Effectivement, tu as parlé de croyances, et on est vraiment dans le domaine de la croyance dans un futur transhumaniste, plutôt qu'une gestion rationnelle, justement, à l'aide de la médecine, à l'aide de la science. Et on part dans un monde fantasmé, imaginaire, qui est celui de l'homme super puissant, résistant à tout. Merci. Est-ce qu'il y a une question qu'on aurait oublié de te poser, que tu voudrais qu'on te pose? Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Non. Juste, effectivement, faire remarquer que toute cette irrationalité et tous ces mensonges qui ont accompagné l'irrationalité, parce que l'irrationalité ne pouvait pas se développer justement dans le cadre rationnel de la science et de la médecine, donc il fallait forcément falsifier, travestir, mentir. On l'a très bien vu au niveau de la description des effets indésirables qu'on a nié en fait de toutes les manières possibles et imaginables, en allant jusqu'au bout du déni, c'est-à-dire en ne permettant pas aux chercheurs tels que je suis, moi ou ma collègue Emmanuelle Darle, d'avoir accès aux données d'effets indésirables. Aujourd'hui, évidemment, ça finit par ressortir parce que c'est tellement généralisé, atroce, insupportable, avec des maladies extrêmement graves, bien sûr allant jusqu'à la mort, et la mort dans des conditions atroces. Par exemple, la maladie de Charcot, ce genre de choses. Et bien tout ça, on essaie de le cacher désespérément. Et seule l'action, je pense, d'une volonté politique très ferme pour essayer de faire la lumière sur ce scandale sanitaire et humain pourra nous permettre d'avancer un peu. Mais en attendant, il y a tellement de gens responsables, tellement de gens qui risqueraient gros, et ça contredirait tellement de discours justement qui se prétendent humanistes que c'est tout simplement impossible de l'imaginer. Merci beaucoup. Merci à vous.